Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. De M. Stanislas Baba Bamouni au poste de secrétaire général du gouvernement. Si je peux avoir sa photo, un instant, je me retrouve dans mes dossiers. Alors, je voulais convoquer les juristes, surtout les constitutionnalistes, pour venir éclairer ma lanterne par rapport à cette réflexion que je vais faire. Et je veux convoquer les constitutionnalistes, en tout cas les juristes, tous ceux qui peuvent venir éclairer notre lanterne par rapport à la problématique que je vais soulever. Alors, depuis l'année dernière, le Togo a basculé d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, avec pour les deux premiers responsables, donc un système bicéphale, un président de la République qui est un président honorifique, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, et un président du Conseil qui concentre tous les pouvoirs. Et le président du Conseil, c'est Faure Gnassingbé. Dans un régime parlementaire, le président du Conseil est en réalité un premier ministre. Ça dépend des expressions, qu'on soit en Angleterre, en Italie, en Israël. Quand tu es dans un régime parlementaire, le président du Conseil ne peut pas être président de la République, même s'il est investi de tous les pouvoirs. Il est le président du Conseil. Et le Conseil s'entend gouvernement en réalité. Donc, Faure Gnassingbé, il est en fait que le premier ministre. Comme j'ai eu à le dire, il n'est que le primus inter pares. Il n'est que le premier parmi les autres. Il n'est que le premier ministre en réalité. Alors, lorsque Faure Gnassingbé est devenu automatiquement président du Conseil et donc premier ministre, la question était de savoir, quand il a commencé par prendre les décisions, au nom de quel conseil il prenait les décisions. Parce que si tu es le président du Conseil, ça veut dire le président du Conseil des ministres. Comme ils ne voulaient pas qu'on dise le président du Conseil des ministres, ils ont coupé le M pour dire président du Conseil. Mais en réalité, c'est ça. Eux-mêmes, ils l'avaient mis dans la première mouture de la Constitution. Je vous ai montré comment ils ont expurgé ça. Donc, tu ne peux pas prendre des décisions tant que le Conseil n'est pas réuni. Parce que tu es en fait le président du Conseil. Tu es le président du Conseil. Le Conseil s'entend gouvernement. Donc, tu ne peux signer aucun acte tant que le Conseil n'est pas réuni. Aujourd'hui, il n'y a pas de Conseil. Il est le premier, il est le seul qui incarne le Conseil. Il n'y a pas de Conseil, il n'y a pas de gouvernement. Alors, je me suis posé la question, si vous vous rappelez, au nom de quel titre Madame Sandra Johnson, qui était secrétaire générale de la présidence dans l'autre république, c'est-à-dire la 4e république, elle était le président, elle était le secrétaire général du président de la république. Au nom de quelle alchimie elle est devenue, sans être nommée par un décret, secrétaire général du président du conseil et appose sa signature sur des documents officiels. Au nom de quelle alchimie? Jusqu'à preuve de contraire, je n'ai pas encore vu un seul décret du président du conseil qui nomme Madame Sandra Johnson, secrétaire générale du président du conseil ou du président de je ne sais quoi. Elle a suivi naturellement Faure Gnassingbé, sans aucun acte juridique. Parce que la République, la gestion de la République, est matérialisée par des actes juridiques. Et cela implique des responsabilités. Donc, Madame Sandra Johnson a commencé par contresigner les documents officiels en signant secrétaire général. Mais elle a été nommée par aucun décret. S'il y a un décret, il faut me le montrer. J'ai parcouru le journal officiel. J'ai envoyé les gens à Lomé, regardez le journal officiel. Il n'y a aucun décret qui nomme Sandra Johnson. En fait, elle a fait le mercato en suivant Faure Gnassingbé. En temps normal,
si on devait lui conserver son poste, elle devait être secrétaire générale de M. Jean-Lucien Sanvi de Tové. Vous suivez la logique? J'espère que vous suivez ma logique. En temps normal, si elle doit garder son poste de secrétaire général du président, elle ne devait être que secrétaire générale de Jean-Lucien Sanvi de Tové, qui est le nouveau président de la République. Alors, donc déjà, avec le poste de Madame Sandra Johnson, il y a un gros souci de violation de leur propre constitution. Maintenant, plus grave, Faure va nommer Stanislas Bamouni Baba, secrétaire général du gouvernement. Mais attendez, le gouvernement, c'est le conseil, dont Faure est le président. Le gouvernement, c'est le conseil dont Faure Gnassingbé est le président. Faure Gnassingbé, en fait, il est le premier ministre du conseil des ministres. Donc, on se retrouve avec deux individus. Donc, Sandra Johnson, qui a posé sa signature sur les documents officiels, et maintenant, Stanislas Bamouni Baba, qui devient le secrétaire général du gouvernement. Donc, l'un doit sauter. Ou soit, Sandra Johnson devient secrétaire particulière de Faure Gnassingbé. À ce titre, elle ne signe aucun document. Elle n'a posé sa signature sur aucun document. Elle n'a pas le droit de convoquer des ministres. Si c'est Stanislas Bamouni Baba qui devient le secrétaire général du gouvernement et donc du conseil, parce que le conseil s'entend gouvernement. Donc, Sandra Johnson ne peut plus se prévaloir d'être secrétaire générale du PC. Elle est juste une secrétaire particulière. J'ai posé la question sur ma page Facebook la dernière fois. Ça n'a pas suscité beaucoup de débats. Mais il y a un compatriote, Paco Mugué, c'est pas Paco Madjouvi, hein, Paco Mugué, qui m'a envoyé une réflexion dans les commentaires que j'ai trouvé assez intéressant. Voilà ce qu'il dit. Je lis la réflexion avec vous. Salut au passage, M. Paco Mugué. Nous tendons doucement vers ce que je redoutais. Je le disais entre-temps. Il y a derrière le refus d'appeler le premier ministre de ce régime président du Conseil des ministres, mais uniquement président du Conseil, une stratégie ou du moins une approche du système qui est difficilement défendable. C'est l'idée qu'il y aurait d'un côté le gouvernement et de l'autre le Conseil, ce qui est totalement faux. Le gouvernement, c'est le Conseil. Le Conseil, c'est le gouvernement. Et le premier responsable, c'est Faure Gnassingbé. Donc, c'est l'idée qu'il y aurait d'un côté le gouvernement et de l'autre le Conseil. Ainsi, Faure Gnassingbé, qu'il refuse de considérer comme premier ministre, alors qu'il n'en est que parmi bien d'autres, mais le premier parmi tous serait président du Conseil. Comme si ce dernier est vraiment différent du gouvernement. D'où la nomination d'un SG du gouvernement à part et d'un SG de la présidence du Conseil entièrement à part. Je convoque les juristes. Hein. J'ai fait quelques années de droit pour ma propre gouverne, mais je vous convoque. Vous les experts, vous les sachants. Moi, je n'aime pas me déclarer expert d'un domaine dont je n'ai pas l'expertise. C'est vous les juristes, même si je connais les b.a.-ba du droit. Donc, je vous convoque les constitutionnalistes. Venez nous expliquer. Donc, d'où la nomination d'un secrétaire général à part et d'un secrétaire général de la présidence du Conseil entièrement à part. Or, le Conseil n'est en réalité que l'instance de réunion et de délibération des ministres du gouvernement sous la présidence du Premier ministre dans le régime parlementaire. Point barre. Même en première année, on enseigne ça en droit. Et en tant que tel, le Conseil n'a aucune existence institutionnelle tangible en dehors du gouvernement. La question de notre confrère et de notre compatriote est d'une pertinence inouïe. C'est-à-dire, est-ce que le Conseil dont ce prévôt Faure Gnassingbé est différent du gouvernement? Si c'est le cas, est-ce que c'est institué dans la Constitution? Quel document le dit?
Et en tant que tel, le Conseil n'a aucune existence institutionnelle tangible en dehors du gouvernement. Le Conseil est consubstantiel du gouvernement. C'est clair. Le Conseil, c'est le gouvernement. Ce sont les ministres qui en constituent la substance organique, les membres participants et délibérants. Ce sont eux qui forment et font le Conseil. Si on s'en tient à cette logique, en réalité, le secrétaire général du gouvernement qui devait être de juré et de facto est celui du Conseil. En conséquence, Sandra Johnson ne serait en rien d'autre que la secrétaire particulière du président du Conseil. Il en résulte que techniquement, c'est le secrétaire général du gouvernement qui pourrait éventuellement contresigner les actes pris par le gouvernement réunis en Conseil sous la présidence du PCM et non sa secrétaire particulière. Donc, en principe, la signature de Sandra Johnson ne devait et ne devrait plus figurer sur le décret pris en Conseil des ministres. Et puisqu'il me faut aller au bout du raisonnement et tirer tout au clair, si on est d'accord avec ce qui vient d'être dit, il faudrait dès lors convenir que la fameuse présidente du Conseil n'est rien d'autre qu'une primature 2.0. Mais si tel est le cas, que devient l'ancienne primature? Plus encore, quelle est la situation institutionnelle de Victoire Tomiga en l'état actuel des choses où il n'y a pas de gouvernement, mais que ces ministres sont en train de gérer les affaires courantes? Voilà la réflexion de notre compatriote Paco Mugué, que je salue au passage. Voilà les incongruités de l'exécution quotidienne de la nouvelle constitution de Faure Gnassingbé, dans un délire de violation totale. C'est-à-dire, on ne lui a pas expliqué suffisamment ce qu'on était en train de lui proposer. Il est rentré dedans et aujourd'hui, il est en face d'énormes difficultés. Et on est dans une bouillabaisse institutionnelle pas possible. Donc, moi, je laisse le débat aux juristes et je leur demande de venir éclairer notre lanterne sur ce qui se passe là. Est-ce que Sandra Johnson est la secrétaire générale du Conseil? Si c'est le cas, le Conseil existe. Il est où le Conseil? Quel instrument juridique a institué le Conseil? Est-ce que le Conseil est différent du gouvernement? En réalité, Sandra Johnson n'est que la secrétaire particulière de Faure Gnassingbé. Et tel que pris, elle n'a aucun droit de contresigner un acte de délibération du Conseil des ministres. Stanislas Baba, oui, mais elle, non. Mais je laisse le débat aux juristes de venir éclairer notre lanterne. Voilà ce que moi j'ai à expliquer avec vous. Alors, je vais passer à la question de l'AMU. Excusez-moi. J'ai reçu aujourd'hui, j'ai reçu de mes compatriotes beaucoup de dossiers. C'est vrai que j'ai mes propres dossiers. J'ai reçu beaucoup de dossiers de mes compatriotes. La question de l'AMU. Un instant, je vais chercher les documents. Ah là 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 là. Alors, voilà. Je vais pas. J'invite les fonctionnaires, les syndicalistes à venir suivre ce que j'ai à dire sur l'AMU. Et c'est assez délicat, ce que j'ai à dire sur l'AMU. C'est très, très grave aussi, ce qui se passe avec l'AMU. Et je vais vous lire le témoignage que m'a envoyé un compatriote sur la question de l'AMU. Alors, salut mon frère. Je voudrais... la personne est partie du cas de Togocel ou Yass, je ne sais pas comment l'appeler. Il me dit, bonjour mon frère, il y a trop d'anomalies sur ce cas d'AMU qui est devenu carrément de la narque administrative. Tu sais, au niveau de Yass actuellement, au-delà de ce qu'ils prélèvent sur leur salaire chaque mois, ils prennent aussi l'AMU sur les primes. Et enfin, pour ceux qui partent à la retraite, ils prennent sur le solde de tout compte aussi. Le solde de tout solde, le solde, c'est ce qu'on donne aux partants à la retraite. C'est-à-dire, quand on calcule vos droits à la retraite, lorsqu'on vous paye, vous partez à la retraite, on prélève l'AMU sur ça. On prend l'AMU partout.
On prend l'AMU partout. Du coup, ça pénalise tout le monde. Et c'est beaucoup de sous. Il y a 3 personnes qui sont parties à la retraite ces 3 derniers mois. Ils ont été prélevés 2 800 000 pour un, 2 500 000 pour l'autre et 2 200 000 pour le troisième. Ce qui n'est pas du tout normal. On prélève de l'AMU sur la pension des retraités chaque mois. Tous les travailleurs sont très remontés par cette affaire d'AMU qui ne résout aucun problème en réalité. Je te donne par exemple pour les verres médicaux. AMU prélève des centaines de mille chez les agents, mais ne donne que 60 000 francs pour les verres médicaux. Si tu portes des verres à double foyer progressif, c'est de 180 000 à 240 000 à Lomé. Si on te donne 60 000, tu fais quoi avec? Je relis cette partie de la phrase. Si je te donne un exemple pour les verres médicaux, AMU prélève des centaines de mille chez des agents, mais ne donne que 60 000 francs pour les verres médicaux. Si tu portes des verres médicaux à double foyer progressif, c'est-à-dire de 120 000 à 240 000 francs Lomé, AMU te donne 60 000. Tu fais quoi avec ça? Pendant ce temps, au Sénégal, ça s'appelle CMU là-bas. Le coût d'adhésion est de 7 000. Je vous donne les exemples des pays. Au Sénégal, c'est 7 000 francs par an. En Côte d'Ivoire, c'est 1 000 francs par mois. Ça fait 12 000 pour la sécurité sociale. Au Bénin, c'est 16 000 francs par an. 16 000 francs par an. Au Ghana, c'est 2 500 francs par an avec une carte d'assurance que tu as et qui te fait soigner partout. Donc, voilà. Donc, au Togo, c'est l'employeur qui paie 5% et l'employé paie 5%. C'est déjà assez. Et donc, pour les personnes ayant la capacité de cotiser, cette cotisation est subventionnée par l'État à hauteur de 50%. Pour les personnes indigentes, la cotisation est prise en charge à 100% par l'État. Ça, c'est au Sénégal. Et puis, il faut préciser que c'est volontaire. Donc, ce n'est pas obligatoire pour les travailleurs. Les élèves sont pris aussi en charge en raison de 4 700 francs. L'État prend en charge 3 500 francs. Au Bénin, 16 000 francs par an pour les adultes, subventionnés pour les plus vulnérables à hauteur de 100% et environ 40% pour les moins nécessiteux. Pour les travailleurs du secteur formel, l'employeur prend au moins 80% et l'employé le reste. Ferdinand, imaginez ce qui se passe dans notre pays. C'est du vol. En Côte d'Ivoire, c'est 1 000 francs par mois, donc 12 000 francs par an. Et tu as droit à 70% des frais médicaux. Il y a un régime d'assistance médicale qui est non contributif destiné aux ménages aux faibles revenus et pour ces ménages, l'État finance les cotisations en offrant une couverture totale des soins. Ferdinand, voilà 3 exemples d'AMU de 3 pays différents que je t'envoie pour pouvoir comparer ce qui se passe au Togo. Tous les Togolais aujourd'hui ne savent pas, ne se retrouvent pas dans cette histoire d'AMU. J'ai une amie qui a payé 70 000 francs, qui a prélevé 70 000 francs par mois. Une autre 69 000 francs par mois. C'est inimaginable. Maintenant, il prélève aussi sur toutes les primes. Bref, sur tout ce que tu fais et qui sera payé, on prélève AMU. Même sur les cadeaux que l'État donne pour le départ à la retraite, on prélève l'AMU. On prélève même l'AMU sur le 13e mois. Quelqu'un qui paye jusqu'à 840 000 francs d'AMU par an. Si on te prélève 70 000 francs par mois ou 80 000 francs, tu peux aller à 840 000 francs tu peux aller à 800 000 francs par an. Quelqu'un qui paye jusqu'à 840 000 francs d'AMU par an, ils ne sont même pas capables de lui faire des lunettes progressives. Pas même 100 000 francs. Mais ils le prennent 70 000 francs chaque mois. C'est du vol à ciel ouvert. Le Togolais a tellement peur aujourd'hui qu'il en souffre, mais n'arrive pas à parler. J'ai l'impression que le Togolais ne sait même pas, ou alors certains Togolais ne savent même pas qu'au-delà de leur salaire mensuel, on leur prélève AMU sur tout ce qui est revenu ou gain au service. C'est inadmissible et incompréhensible. Et puis, ils prélèvent ça sur la pension des retraités aussi. Pendant ce temps, on n'a jamais fait des comptes à personne, devant l'Assemblée nationale, ni devant le peuple. Pour dire combien l'AMU a rapporté depuis sa mise en place, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'on peut corriger. Autre anomalie, il y a un ministère de la Santé universel, mais l'AMU
Donc, les services de l'AMU ne sont pas logés dans ce ministère, mais logés à la Caisse nationale de sécurité avec la patronne comme Ingrid Awadé. Un service dont on ne rend compte à personne. AMU est une grande escroquerie qui ne dit pas son nom. Comparé à d'autres pays de la région cités plus haut, comment on peut expliquer cela? Pendant qu'un État comme la Côte d'Ivoire paye 1000 francs par mois et que personne ici au Togo, les gens payent des centaines de mille par mois pour AMU. Et ce qui est encore plus grave, il y a plusieurs gammes de produits qu'ils ne prennent même pas en compte. Pour aller à une cotisation chez un spécialiste, il faut aller faire les formalités sur formalités à la Caisse nationale de sécurité sociale, malgré tout ce qu'ils prennent. Aujourd'hui, la question réelle est de savoir ce qu'ils font avec tout cet argent. D'autant plus que dans certaines localités, des parents sérieusement malades font appel à leurs enfants pour cotiser et payer leurs soins. Alors qu'on prend beaucoup d'argent pour soi-disant couvrir les besoins de la population paysanne. Comment expliquer à cette population qui s'en va toujours à l'hôpital pour payer les frais? De Tiankassé à Saint-Kassé, aucune population rurale ne te dira qu'elle connaît AMU et qu'elle profite de ses services. Pour camoufler tout ça, ils organisent par moment des consultations foraines, les opérations des yeux, des dents et tout ça, des opérations foraines où ils vont par moment vers les populations urbaines, genre leur dire qu'ils sont dans la logique de l'AMU. Non, c'est du mensonge. Ce n'est pas le but de l'AMU. AMU, dans les hôpitaux et dans les centres de santé et enfin dans les pharmacies. Si au moins cet argent a permis d'améliorer le cadre des soins, et aussi, on peut comprendre, mais rien n'a changé. Ce qui veut dire que nos dirigeants escroquent leur population et on ne sait pas où va cet argent. Chaque jour, ce sont des faux communiqués de propagande qui fusent de la Caisse nationale de sécurité par rapport à AMU. Tantôt, ils ont pris en charge les veuves, tantôt les orphelins, tantôt les élèves. On se demande finalement sur quelle base ils connaissent ces orphelins et les veuves. Bref, AMU est une opacité totale. Tout compte fait. Trop, c'est trop. Ils en prélèvent trop. Il faut que les Togolais réagissent. Les Togolais ont démissionné de leurs responsabilités. Aucune société d'État ne rapporte rien à ce pays. C'est la population qui doit payer pour se prendre en charge. Trop, c'est trop. Le Togo ne peut pas dire que c'est 10 ou 15 000 personnes par an. Mais voilà quoi. Donc, voilà le coup de gueule de ce compatriote par rapport au dossier AMU. Voilà, on a des sociétés d'État. Personne ne sait ce que ces sociétés d'État rapportent. Il y a cela 1 an, il y a les responsables de Togocom, YAS, qui ont fait un communiqué tout sourire en disant qu'ils ont versé à l'État togolais 14 milliards en 4 ans, alors que quand la société n'était pas encore privatisée, Togocel seul versait 34 milliards par an. À l'époque, quand Togocel n'était pas encore privatisé, Togocel seul versait au moins 34 milliards par an à l'État, dans les caisses de l'État. Mais depuis que la société est privatisée, c'est-à-dire les 2 groupes sont privatisés, les nouveaux patrons ont déclaré, tout sourire, qu'en 4 ans, ils ont versé 14 milliards au trésor. Dieu seul sait où part tout cet argent qu'ils engrangent au Togo. Et cette question, il faut la poser à Sina Lawson, à qui le DG de YAS rencontre chaque soir, et au-delà de Sina Lawson, Ford Yassingui, qui sont les vrais bénéficiaires de la privatisation de cette société Togocel et Togocom en YAS. Et ça leur permet de faire tout le désordre qu'ils sont en train de faire dans le pays. On continue. Alors, je vais parler des FAT dans la continuité de ce que j'avais dit sur les actes que Mme Nyakader lui a posés. Je vous avais parlé des décrets qu'elle avait eu à prendre, comment elle a amélioré les frais de mission des militaires. J'avais lu ces frais de mission-là. Entre autres décrets qu'elle avait pris, il y avait l'avant-projet de loi portant statut du personnel des FAT. Vous savez que le statut des FAT avait été, je pense, travaillé dans les années 2007 déjà, mais lorsque Kwacha a été déchu de son poste, les débats n'ont pas évolué et les dossiers étaient laissés en vrac. Elle a repris ce dossier-là qu'elle a travaillé et qui devait, la loi portant statut du personnel militaire des FAT a été revue pour l'aligner sur les exigences, le contexte sous-régional, tout en respectant la volonté de prendre en compte toutes les préoccupations des personnels militaires, masculins, féminins, et pour le bien-être des militaires. Donc, elle a eu à travailler sur ce dossier. L'arrêté fixant les indemnités allouées au personnel des armées lors des missions effectuées à l'intérieur du pays, j'ai parlé aussi de ça.
J'ai lu même les frais de mission. Et puis, le décret du 20 octobre 2022 portant déplafonnement de la grille indiciaire dans le cadre, dans les forces armées. Et ce décret, je l'ai retrouvé, la grille indiciaire déplafonnée. Donc, on voit bien, c'est un décret du 28 octobre. Le président a arrêté en application du décret du 14 décembre 2015 portant modalité commune d'application du statut général de la fonction publique régularise et fixe le déplafonnement de la grille indiciaire des personnes militaires des forces armées et de sécurité des forces armées. La grille indiciaire déplafonnée est fixée dans le tableau joint en annexe au présent arrêté. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er novembre 2022, abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Le secrétaire général pour l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel. Signé, c'était Madame Niakadé. Et donc, on voit ici toute la grille de la ligne indiciaire que je ne saurais lire parce que c'est trop long et c'est trop spécifique. Je pourrais l'envoyer à ceux qui ont envie de lire et de comprendre ce que cette dame a eu à faire lors de son passage au ministère des Armées, où elle a entamé des réformes qui sont aussi des réformes structurelles, améliorer le cadre de vie des militaires, changer les casernes, moderniser les casernes, construire des centres de santé. Mais aujourd'hui, comme elle est en bisbille avec le régime envoie ses sbires, les mêmes individus, venir dire qu'elle n'a rien fait, elle n'a été inutile à rien. Elle a laissé également, selon les informations que j'ai eues de la part d'un corps habillé, un rapport de son passage au ministère sur la table de Fonya Singbe, un rapport sur toutes les orientations qui devaient être faites au niveau de l'armée, un rapport, un bilan et les perspectives après des semaines et des mois de réflexion. Et ce rapport est toujours dans les tiroirs. Fonya Singbe peine à le mettre en œuvre. Donc, les officiers peuvent aller chercher ce rapport, le lire et demander à leur patron qu'est-ce qui est dans ce rapport, qu'est-ce qui a été dit dans ce rapport. On continue. Je reviendrai sur ce dossier. On va parler de l'état de la route Sokodé-Aouda. J'ai des images de ce matin que je vais vous montrer. L'état catastrophique de la route Sokodé-Aouda, c'est une route qui est totalement abîmée. Et voilà, la nationale numéro 1 qui sert de route pour desservir les pays du Sahel et qu'on vante tant. Je vous ai toujours dit qu'en matière économique, le port autonome de Lomé dépend exclusivement de la nationale numéro 1. Sans la nationale numéro 1, le port autonome de Lomé ne serait pas viable. Mais la route nationale numéro 1 est totalement défectueuse à plusieurs endroits, même à Détikopé ici, à partir de Tiklonou-Kondi, vous voyez la route est dans un état lamentable. Vous roulez, la route n'est pas réglementaire, il y a des bosses, des petites bosses sur la route. Si vous ne tenez pas bien votre volant, vous allez vous allez dérouter, si je peux parler ainsi. Et donc, ces dégradations ponctuelles se retrouvent un peu partout. Voilà l'état de la route Sokodé-Aouda. L'état de la route Sokodé-Aouda. Et on voit bien qu'elle a été décapée totalement pour être je ne sais pas, rénovés. Et depuis, ils ont disparu avec les machines. Ils ont disparu avec les engins. Ils ne sont plus là. Et tous les jours, les gros porteurs ont toutes les difficultés à circuler. Ce matin, il y a eu 2 accidents à 2 points différents de 2 gros porteurs sur cette route-là. Et voilà la route, la nationale numéro 1. Voilà. Ford nous a promis l'autoroute. Voilà ce qu'il nous a laissé. Voilà ce qu'il nous a laissé comme route. Il nous a promis l'autoroute. Et voilà ce que l'autoroute, voilà l'autoroute de Fonya Singbe. Il y a plusieurs vidéos, vous allez voir les gros porteurs, les gros porteurs qui sont totalement à terre. Vous voyez ça? Voilà. Voilà la route Sokodé-Aouda. Cet accident a eu lieu ce matin. Voilà, le Titan a déraillé, a dérouté. Et il y a d'autres, il y a plein d'autres vidéos. Voilà l'état de la route. Voilà comment les gros porteurs souffrent. Et ça, c'est la seule route qu'on a pour desservir un pays du sud vers le nord. Avec toutes les richesses que nous avons, on a été incapable pendant 60 ans, non seulement d'élargir la route que les Allemands ont laissée, mais d'en construire une nouvelle.
Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Voilà une autre partie de la route qui a été bitumée, mais qui part en vrille parce que le goudron n'est pas de bonne qualité. Une autre partie de la route qui est en pleine déconfiture. En pleine déconfiture. Voilà une autre partie de la route qui est en pleine déconfiture. Alors, nous allons